Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Au fil des talents et aujourd'hui on a une mission, vous embarquer dans un tourbillon de talents. Alors qu'il soit sur le terrain, sur scène ou derrière un micro, on vous emmène avec nous et vous allez tout voir. Et évidemment pour présenter cette émission, je ne suis pas seul. Bonjour Mathilde. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Et oui en effet aujourd'hui nous allons partager des moments forts, des histoires touchantes et des anecdotes marquantes. Alors restez bien avec nous car on vous promet de passer un très bon moment. Une petite étincelle pourrait même se réveiller en vous. Oui, on dit même à l'oreillette qu'on réserve quelques petits cadeaux. On leur a dit pas de suite. Oui, t'as raison. Générique. Bonjour à nos deux premiers invités, Julien Caron et Laurent Mallet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Diane, je me retourne vers toi. Oui. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'une des formes d'art les plus puissantes, la musique. Elle résonne à travers les âges et les styles, et va de Beethoven à Michael Jackson, en passant même par Booba et Afida Turner. Vous l'avez compris, la musique nous rassemble tous. Diane, on se retourne vers toi maintenant. Il me semble que tu reçois deux invités très spéciaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Exactement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on part sur deux univers qui sont complètement différents, mais qui partagent la même passion, la musique. Donc on a avec nous Caron, rappeur engagé, et Laurent Mallet, trompettiste passionné, qui sont ici pour nous en parler. Donc je vais d'abord me tourner vers toi, Caron, bonjour. Bonjour. J'ai écouté un petit peu tes musiques, j'ai remarqué que tu parlais beaucoup d'avenir. Ouais. Pour toi, c'est un thème qui te touche, Ouais, c'est un sujet qui me touche, ça permet de se projeter. Forcément, la musique, ça laisse libre cours à la création, donc c'est l'opportunité d'imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Un morceau qui s'appelle Dans 10 ans, par exemple, je me projette, j'imagine un petit peu ce que ça pourrait donner en partant de mon présent d'aujourd'hui. Il y a d'autres thèmes, d'autres thématiques qui me touchent, c'est pas forcément la seule. Je sais que par exemple, l'amour, c'est un truc qui revient souvent. Forcément, c'est quelque chose d'universel, on essaie toujours d'évoquer des sujets, que ce soit le temps, l'amour, l'amitié. Voilà, pour autant, j'ai aussi d'autres aspects que j'aime bien évoquer. Je sais que à côté de la musique, je fais aussi des vidéos, et j'ai un peu la réputation de l'élève en classe qui embête un peu, qui dérange, un peu insolent. Donc forcément dans la musique et surtout dans le rap où tu peux faire preuve d'ego trip, tout ça, c'est un petit peu le moment de faire de la punchline et d'être un petit peu insolent et arrogant. Ok, et comment tu as commencé ta carrière? Enfin, ça a débuté comment? C'était au lycée? Ça va sonner très très démago ce que je vais dire, mais je m'étais fait quitter par ma meuf. Et ouais, non, du coup j'ai commencé à écouter des artistes que j'appréciais beaucoup. C'est de là que c'est parti, j'ai commencé à écrire. Alors, pour tout artiste, il y a toujours un temps, ça se joue sur plusieurs années, tu te lances pas dans la musique, t'es pas directement performant, sauf si t'es un génie, il y a un temps d'apprentissage. Mais donc voilà, ça a commencé par d'abord écouter des artistes, chacun se crée sa culture, t'écoutes, tu t'inspires. Après, une fois que t'as acquis un peu d'expérience, là tu peux commencer à écrire, poser tes premiers textes. Et après, tu crées tes premiers projets. Et là, j'ai eu de la chance pour moi en termes de carrière, tout s'est emballé. J'ai été repéré à droite, à gauche par des émissions de télé. Voilà, des prods, tout ça, et là ça te permet d'avoir une ampleur différente et toucher un public beaucoup plus large. Du coup, c'est un petit peu comme une thérapie, quoi, finalement. C'est un peu une thérapie, surtout dans le rap. L'avantage du rap, c'est que tu peux évoquer plusieurs thématiques différentes. T'en as deux en particulier qui sont un petit peu opposées, quoique complémentaires. T'as l'ego trip, où tu vas vanter tes mérites, parler de toi, te mettre en avant, envoyer de la punch, et après t'as l'introspection, où tu peux être beaucoup plus apaisé et honnête envers toi-même, même envers les autres. En soi, c'est encore une fois, c'est des thèmes universels. J'ai deux morceaux en particulier sur mon dernier projet qui s'opposent là-dessus. C'est Flex, où là on est vraiment dans l'ego trip, je suis le meilleur, regardez-moi. Et un autre morceau, le tour de la question, où je trouvais intéressant de parler de soi, mais en étant assez honnête sur ses défauts et tous les travers qu'on a, parce qu'on en a tous. Donc voilà, c'est deux thèmes, mais c'est très personnel. Et encore une fois, chacun y met ce qu'il veut, il n'y a pas de règle universelle dans le rap. C'est un peu notre guide du quotidien, enfin de l'avenir du coup. De l'avenir, du quotidien, de l'amour, tout ça. Peut-être qu'on peut écouter une de tes musiques, Avec plaisir. Un extrait. Et pourquoi ma vie a-t-elle changé en si peu de temps? Donc en fait, il faut aussi savoir que tu as tes propres musiciens sur scène, violon, piano et contrebasse. Peut-être que... La trompette, ouais, pourquoi pas. Et peut-être la trompette la prochaine fois. Je trouve ça cool d'ajouter des musiciens sur scène, ça rajoute toujours quelque chose. C'est vrai, c'est plus authentique. Bien sûr. Et donc on a Laurent Mallet avec nous aujourd'hui. Et on peut peut-être aussi écouter un extrait d'ailleurs pour savoir un petit peu ce que tu fais. Donc ça c'était avec ton ancien groupe, c'est ça? Non, c'est le groupe actuel, le groupe actuel. le Bordeaux Brass Sextet. Ça, super. Donc un groupe formé de cuivre et percussion que des membres de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
Et là, sur un arrangement des tangos d'Astor Piazzolla, Ok. l'histoire du tango, arrangé par notre tubiste, Hatsutaro Mizunaka. Et comment le groupe s'est formé en fait parce que Alors, il s'est formé, on va dire qu'il s'est formé une première fois. On était des musiciens où nous étions rencontrés à Toulouse lorsque nous étions soit étudiants, soit membres de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Et chacun fait sa vie. Il y en a qui sont partis à Paris. Moi, j'ai fait 15 ans à l'Opéra de Paris. D'autres sont partis aux États-Unis. Et notre période parisienne a fait que nous avons eu envie de créer ce groupe de cuivre, puisque nous sommes des cuivres. La trompette fait partie de la famille des cuivres. Et donc, on a formé ce premier groupe. Et lorsque j'ai quitté Paris, l'Opéra de Paris, pour revenir dans ma région natale, le Bordelais, on a eu envie de continuer cette aventure et on a formé un groupe similaire avec les musiciens de l'orchestre ici. Ok, plus régional quoi du coup. Voilà, plus régional. Et c'est vrai que la trompette c'est vraiment un instrument qu'on n'entend pas tous les jours. Je faisais de l'alto quand j'étais au conservatoire, donc j'ai mené ma petite enquête et vous savez combien il y a de trompettistes dans le monde en pourcentage? 5. Aucune idée. Non, ouais, ça... Alors, j'en ai moi-même aucune idée. C'est vrai, ben, ça a raison, Caron, c'est entre 1 à 5%. Ouais. Donc, Très peu de pourcentage. oui, c'est vrai, très peu. Et c'est vrai qu'aussi avant, tu enseignais, c'est ça c'est plus J'ai enseigné aussi, tu as oui. enseigné Ok. Et tu peux un petit peu nous en parler ou pas du tout Oh, je peux en parler, oui. Comment C'est ça une. s'est fait Ça se fait tout naturellement, hein, en tant que musicien, acteur de son instrument, j'ai envie de dire. On a aussi envie de pouvoir transmettre Oui. cette passion. Ils ont eu de la chance alors. Et voilà, donc c'est quelque chose de naturel. En tout cas, j'ai pu regarder en amont vous deux en tant qu'artistes et j'ai vu, Caron, que tu avais aussi sur scène demandé à une fille qui fait de l'instrument sur scène pour t'accompagner. Donc pour toi, la musique aussi, l'instrument est hyper important dans tes démarches de rappeur. Ouais, complètement. Déjà, ça rajoute quelque chose visuellement sur scène. Mm. Je sais que j'aime bien, dans les moments clés d'un concert, commencer avec des musiciens. Déjà, ça donne quelque chose d'impressionnant. Le fait que les musiciens montent sur scène avant l'artiste, ça crée une ambiance. Donc ouais, ça vient rajouter une musicalité. On parle de trompette. Moi, j'étais très inspiré depuis toujours par Big Flo et Oli. C'était un peu, moi, depuis toujours mes idoles. Et Oli, entre autres, qui fait de la trompette. Oui. Et c'est eux qui m'ont fait dire, waouh, en fait, avoir des musiciens sur scène, c'est un vrai gage aussi de qualité. Qui fédère, voilà, c'est accessible pour tout le monde. Donc c'est très très ça important. Le transporte en tant que spectateur, en tout cas quand nous on est dans la foule, quand il y a un rappeur, enfin un chanteur avec quelqu'un qui fait un instrument derrière, c'est sûr que ça nous transporte encore plus. Donc. Ouais. C'est très classique. Après il y a beaucoup de musiciens sur scène, mais malgré tout je pense que les gens se rendent peut-être moins compte du fait que ce soit très classique, que la différence entre un concert où tu as juste une prod qui passe et un artiste qui est là, qui court à droite à gauche, il peut y mettre tout le dynamisme et l'énergie qu'il veut. Avoir des musiciens, ça change quand même, ça change la donne. Génial. Du coup, on pourrait peut-être imaginer un feat entre vous. Carrément. Hein. Genre style, tu rappes, Monsieur Mallet, vous jouez derrière. Oui. Ah ouais, bah super. Bah, on l'attend avec impatience. On l'attend avec impatience. Ouais. Justement, Mathilde, j'en ai fait un petit peu à l'improviste, quoi. Donc peut-être on peut l'écouter. T'as créé un Ouais, sur j'ai ça. créé, ouais. Je me suis dit, je vais rassembler les deux. C'est un petit montage vite fait. Qu'est-ce que ça va donner? On écoute de suite. Maudire, mais j'ai pas l'énergie que ça requiert et j'ai dû de nouveau mentir pour répondre aux questions de mon frère. Certes, la distance s'agrandit, mais je vois aussi les taux qui se resserrent. Oui, j'ai un paquet de choses à te dire, mais je sais pas. Génial, on est dans l'école de C'est pas mal, communication. l'alto, Génial, en tout cas, merci beaucoup les garçons, c'était super intéressant. Merci Et on espère vous retrouver très vite. On attend ton prochain album, du coup, Caron. Et Laurent Mallet, on sera les premiers, si on peut venir vous voir. Si vous êtes au Conservatoire de Bordeaux, vous allez vous produire où? À l'Opéra. À l'Opéra. À l'Opéra, en ce moment, ballet de fin d'année avec Casse-Noisette, une super production. Génial. Et bien merci beaucoup les garçons, en Merci. tout cas. Merci beaucoup. Et maintenant, parlons comédie, drame, mise en scène. Mathilde, si je te dis Juste Leblanc, est-ce que ça te parle? Évidemment, Maxence, ça me fait penser à « Il est mignon, Monsieur Pignon, il est méchant, Monsieur Brochant ».
Petite référence à Jacques Villeray, icône du cinéma français. Et oui, évidemment, vous l'avez compris chez vous, il s'agit bien du Dîner de cons qui est sorti au cinéma en 1998. Mais on a tendance à l'oublier. Initialement, le Dîner de cons, c'est une pièce de théâtre qui, elle, a été écrite en 1993 par Francis Weber. Exactement. Donc le théâtre a le pouvoir de raconter des histoires, ça on le sait, mais il nous permet aussi de plonger dans la vie sous toutes ses formes. Pour nous rappeler que le théâtre est donc un talent incarné par des comédiens, retrouvons notre invitée Léa Fritsch et notre chroniqueuse favorite, Olivia. Merci beaucoup pour cet accueil. En effet, aujourd'hui, on va s'intéresser à des pièces actuelles. Est-ce que certains parmi vous sont allés au théâtre récemment? On avait une émission à préparer. Hein. Et c'est vrai, et c'est bien dommage parce que dernièrement, il y a eu des pièces assez sur des sujets concrets et poignants de la vie quotidienne, comme Les femmes ont toujours raison, Divorce et châtiment, ou encore Plus rien à branler, au final, un joli résumé de notre époque. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être les projets de Léa Fritsch et de sa compagnie 22h22. Je vous laisse en découvrir un extrait. J'ai ingéré 18 médicaments parce que je suis trop intelligente. C'est maman qui dit ça tout le temps. Selon elle, ça explique tout. Down, down, down. Si j'ai pas d'amis, c'est parce que je suis trop intelligente. Si je sors pas, c'est parce que je suis trop intelligente. Lives, lives, lives. Et si ça fait 1 mois que je suis ici, ben ma chérie, ça c'est parce que tu es beaucoup trop intelligente. Bah ah. Je partage ma chambre d'hôpital avec Madame Valma. Elle est un peu aigrie. Putain de merde. Mais je l'aime beaucoup. Il n'y a jamais de sneakers dans cette putain de machine de merde. Eh bien, bonjour Léa, il me semble justement que tu étais en représentation hier soir. Est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est super bien passé, on était super contents de pouvoir jouer plutôt crevé. Donc nickel, ouais. Ah, super. Et bien justement, est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de ta compagnie 22h22? Carrément. Alors la compagnie 22h22, c'est une compagnie qu'on a créée avec 3 copains. À la fin de nos études, on a fait des études pour Florent à Lormont, on est loin d'ici. Et lors de notre 3e année, donc dernière année, on a monté 3 spectacles avec ces copains-là. Ok. Donc on s'est dit, notre objectif c'est de pouvoir les jouer après l'école Ouais. et de créer la compagnie 22h22 qui a maintenant 1 an. Ah, sympa. Et justement, avant ces cours Florent, il me semble que vous faisiez chacun autre chose. Vous venez de voies différentes. Alors oui, effectivement, moi personnellement je faisais de la psychologie, d'autres faisaient des maths, enfin un peu de tout, et on s'est retrouvés là pour Florent. Un peu pour les mêmes raisons et on a eu envie de travailler ensemble. Ok. Et il était, pure question, mais il était 22h22 quand vous avez décidé de mettre Question qu'on se ce pose nom. tous. Ouais, on s'est tous posé cette question Tout avant le de monde rentrer. ne se pose cette question, mais pas du tout. Pas du tout. Donc pourquoi? Pas du tout, mais parce qu'on aime bien 22h22, on aime bien ce chiffre, on aime bien les heures miroirs, ça porte chance. Ouais, bien sûr. C'est vrai. On aime bien ce côté un petit peu mystique et ça se retient bien les chiffres. C'est vrai. Et c'est original. c'est 22h22, original. c'est super original. Comme Et nom. on aime bien se toucher le nez. À 22h22, bien sûr. Voilà. Génial. Et justement, vos parcours différents, c'est un peu ce qui influence sur les pièces que vous produisez aujourd'hui, que vous présentez? Ça y joue, ouais. Ça Ouais. y joue. On parle pas mal de santé mentale, notamment avec le spectacle Plutôt crevé. Ouais. Clara, qui est la comédienne que j'ai mise en scène, a travaillé justement dans la santé publique. Ok. Donc ça aide, c'est des sujets pour lesquels on est assez sensible. Ouais. Et ces études aussi auparavant nous ont aidés pour la suite à avoir une sorte de structure dans notre travail. Donc oui, ça fait partie Ok. de la suite. C'est super. Et justement, donc on imagine le théâtre comme quelque chose où il faut être assez extraverti, que tout le monde ne sera pas capable de faire. Pour toi, quels sont les ingrédients qu'il faut à une personne qui souhaiterait faire du théâtre? Et pour toi, est-ce que dans ton cas, ça a été une évidence de te lancer dans le théâtre? Alors les ingrédients, déjà en avoir envie, Ouais. forcément. Et après, je crois qu'il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître parce que notre outil dans le théâtre, c'est notre corps, notre voix et surtout nos émotions. Donc il faut être à l'aise avec ça ou en tout cas avoir envie de découvrir ça. Être introverti, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont plutôt introvertis justement et il faut pas non plus être extraverti pour faire du théâtre. Tout le monde
tout le monde peut le faire du moment qu'on est à l'écoute de soi. Il y a d'ailleurs beaucoup de grands acteurs qui sont plutôt timides, introvertis. On Comme dirait qui? pas parfois. Il me semble que Pierre Ninet est un grand introverti. Et tous ces acteurs-là ont fait les cours Florent aussi? Et ou... Pierre Ninet, oui. Alors tous, non. Ok. Mais il y en a quelques-uns qui sont passés par là, oui. Et pour moi, non, c'était pas du tout une évidence. Déjà, je pense parce que j'ai pas du tout une famille ou un entourage qui est dans le milieu artistique. Donc, je le voyais pas comme un métier. Et parce que c'est compliqué. Et je pense qu'on n'encourage pas non plus ses enfants à se dire « Vas-y, fais du théâtre, Ouais. ça fait peur ». Oui, non, c'est pas forcément C'est pas l'évidence. naturel, c'est vrai. Non, mais de fil en aiguille, il y avait toujours un petit peu le théâtre qui avait une petite place. Il y a un moment, je me suis dit, ok, on peut essayer une école 1 an, 2 ans, 3 ans, et s'il y a une compagnie, je suis là aujourd'hui. Et donc, t'as fait les cours Florent directement après le lycée? Ça dure combien de temps? Non, les cours Florent, ça dure 3 ans, le cursus normal. Enfin, classique, après, il y en a qui font 1 an ou même plus. Et moi, je suis partie un peu en psycho, j'ai arrêté, j'ai fait un petit service civique, je suis partie en animation socio-culturelle. Et après, je me suis dit, bon... Donc, tu as allié tout ça pour... Oui, je dirais que tout ça, ça m'a forgé. Des fois, je me dis, mais ça n'a aucun lien. J'ai un parcours qui veut rien dire. Et après, d'autres fois, je me dis, ok, je comprends pourquoi j'ai fait ça et tout m'a nourri. Ouais. Et tout nourrit le projet. Bien sûr. Donc tout ça, c'était une envie, c'était vraiment quelque chose que tu voulais cultiver chez toi, ce côté d'être sur scène, ou quand tu étais petite, tu avais ce côté prestation où tu voulais un peu montrer, faire des shows, ou c'est venu vraiment après C'était plus le côté création, envie de créer. Et le côté, j'aime bien, ça va être bizarre de dire comme ça, mais j'aime bien l'être humain et tout ce qui tourne autour, donc venir questionner des sujets un peu même de société, travailler avec les émotions, c'est plus tout ça qui me... Ouais, d'où la psychologie. D'où la psychologie. Ouais. Il y a un peu de sens. Toujours du sens. Finalement. Eh bien, merci beaucoup Léa pour tes réponses. Merci beaucoup Léa. Oui, merci super beaucoup cool. Léa d'avoir accepté notre invitation. On vous invite à suivre Léa et sa compagnie 22h22 sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer, un prochain événement? Eh bien oui, je vais vous annoncer des futures dates sur Paris, donc 20 dates à la Comédie des Trois Bornes. Ah oui. Ouais, de février à juin. On ne sait pas encore le jour, mais on va le savoir bientôt, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook. Et... On sera les premiers, ouais. Oui, on sera les premiers. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super. Vous l'avez vu, ici, la culture se pratique pleinement et nous, on vous propose de la vivre. On tient à remercier chaleureusement nos partenaires, le Rocher de Palmer qui vous offre 2 places de concert et le Mégarama de Bastide qui vous offre 5 places de cinéma. Exactement, ici, pas besoin de vous compliquer la vie avec des SMS surtaxés, il suffit juste de nous suivre sur notre Instagram au fil des talents et de commenter notre post jeu concours. Le tirage au sort se fera d'ici 30 jours, Maxence va vous expliquer tout ça par la suite. Du coup, aujourd'hui, on va aussi vous parler de sport. Oui, vous venez de découvrir de nombreux talents artistiques et si jamais vous êtes plus pelouse que planche, la seconde partie de notre émission est faite pour vous. Alors on va parler rugby. Je me suis renseigné sur la question du rugby pour présenter cette émission évidemment et j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que le rugby déchaînait autant les foules. Alors la première raison, je ne vais pas l'exposer ici devant vous. Et la seconde, c'est tout simplement que les joueurs de rugby sur scène deviennent de vrais artistes. Exactement. Ici, le rugby, c'est la virtuosité qui se manifeste dans la précision des passes, dans l'harmonie des actions collectives, mais également des stratégies. Chaque match devient une scène, chaque joueur est un artiste qui, par son engagement et sa maîtrise, satisfait un public avide d'émotions. Ouais. Pour nous parler de ce talent particulier, nous allons retrouver notre chroniqueuse Félicie, qui s'est rendue pour interviewer notre joueur star bordelais, Mathieu Jalibert. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci de nous avoir fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors, on va commencer un peu soft. Est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Mathieu Jalibert, je suis joueur de rugby professionnel à l'Union Bordeaux-Bègles, également international avec l'équipe de France. Voilà, j'ai 26 ans, un peu plus. Merci. Et est-ce que le rugby, ça a toujours été inné pour toi? C'est une histoire de famille, ça vient d'où? En fait, comment t'as plongé dans cet univers-là? Oui, ça a toujours été inné, enfin, c'est venu naturellement puisque mon père en faisait quand il était plus jeune. Donc forcément, j'ai commencé à voyager avec lui aux entraînements et puis aux matchs. Et donc ça m'a donné l'envie de commencer. Je commençais en Nouvelle-Calédonie à 6 ans. Et depuis ce jour-là,
j'ai jamais raccroché les crampons, donc ouais, c'est naturellement que ça s'est fait. Et je suis très content aujourd'hui d'en faire et d'être un peu dans les traces aussi de mon père. Et du coup, tu as réservé une petite surprise, comme tu as pu le comprendre tout à l'heure. On sait que c'est l'expérience qui façonne un joueur et qui crée un peu sa carrière. Alors du coup, on a décidé de revenir sur des moments clés de ta carrière à l'aide de 5 photos qui sont juste là, qui retracent un peu ton histoire dans le rugby. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est te les montrer une par une et que tu réagisses, dire à quoi ça te fait penser, ce que ça te rappelle comme moment. Donc alors, pour commencer, tac. Ben ça, c'était mon premier match contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, bon, ça c'est un trophée qu'on gagne sur les confrontations France-Nouvelle-Zélande pendant la tournée de novembre. Mais voilà, ça reste un bon souvenir puisque les All Blacks c'est une des meilleures équipes au monde et les France All Blacks sont des matchs qui ont marqué nos enfances en tant que rugbyman et moi particulièrement. Donc voilà, ça reste un beau souvenir et même un de mes meilleurs moments avec le maillot bleu. Et on veut savoir, est-ce qu'un haka c'est vraiment intimidant ou alors toi ça te fait rien? Si, c'est intimidant par tout ce que ça représente. Déjà le fait de jouer les Blacks, notamment au Stade de France, voilà, et puis leur traditionnel haka, cette confrontation qui font à chaque fois de commencer ce qu'ils appellent la guerre. Voilà, aussi en respect par rapport à l'équipe qui est en face, ouais, ça reste quand même assez impressionnant, surtout la première fois. Après, on s'y habitue et on s'y prépare un peu différemment pour pas être pris par les émotions, mais ouais, ça reste quand même assez intimidant sur le moment. On peut passer du coup à la deuxième photo. Alors, tiens. Ben ça, c'est ma première sélection avec les jeunes. J'ai un parcours un peu particulier puisque j'avais pas été sélectionné au Pôle Espoir quand j'étais jeune, là où tous mes amis et mes concurrents l'avaient été. Donc j'avoue que ça avait été mon premier échec dans ma jeune carrière, mais j'avais su rebondir en passant notamment par le centre de formation de Bordeaux. Et puis l'histoire avait été belle puisque un an après, je fais mes premiers pas à Bordeaux face à l'Irlande, je crois, de mémoire. Avec l'équipe de France, donc voilà, c'est mes premiers pas avec le maillot bleu en tant que jeune. Et porter le maillot des Bleus, c'est un rêve d'enfant ou c'est plus une pression à gérer? Tu l'as vécu comment? C'est plutôt une fierté, plutôt un rêve d'enfant. Voilà, je pense que tous les joueurs qui commencent le rugby ou qui regardent le rugby à la télé ont envie de porter un jour ce maillot. Après, bien sûr que ça représente beaucoup et on représente tout un pays, donc il y a forcément de la pression due au résultat et tout ce qu'il y a autour, mais c'est plus du plaisir que de la pression et ça reste que du rugby, donc à la fin c'est qu'un jeu et on essaye d'y tirer le plus de positif possible. Pour la troisième photo, tac, voilà. Et bien ça c'est la demi-finale l'année dernière contre le Stade Français où on qualifie le club pour la première fois en finale du championnat. Voilà, avec mon ami Max que j'aime beaucoup. Bon, j'avais pas eu la chance de pouvoir jouer ce match puisque j'avais subi une lésion à l'ischio, mais voilà, ça reste un bon moment pour nous, pour le club. Et on avait la chance de jouer aussi à Bordeaux au Matmut, donc voilà, recevoir une demi-finale de top 14 devant ses supporters et de la gagner, ça reste toujours un moment fort, surtout pour nous qui sommes un club assez jeune dans l'histoire du rugby et qui ont pour ambition de rapporter quelques trophées. Donc voilà, c'était une étape de plus dans notre construction et c'était un bon moment. Pour finir, on a deux photos qui représentent un peu plus la cohésion d'équipe et également les supporters. Je vais te donner celle-ci en premier. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est la victoire à Toulouse. Exactement. En début d'année. Ouais, un bon moment aussi pour le club. L'UBB n'avait jamais gagné à Toulouse depuis la création de son histoire. Et chose faite cette année. Donc voilà, personne nous y voyait trop gagnant suite à la défaite en finale l'année dernière où on avait pris une belle branlée. Mais voilà, ça montre aussi le caractère
du groupe qui est revanchard et qui s'est lancé le défi d'aller gagner à Toulouse, chose qui n'est pas simple. Mais on l'a fait et ça reste un bon moment. Et pour finir, la dernière photo, je te laisse la regarder et la commenter. Ben celle-là, c'est la plus belle. Hein. Voilà, c'est nos supporters à Chaban. C'est aussi pour eux qu'on joue. Hein. Ils nous procurent beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Voilà, ils sont là à chaque fois, que ça aille bien ou mal. Ils nous supportent. Ils font des milliers de kilomètres aussi pour nous supporter. Donc voilà, tout ce qu'on fait, on leur doit beaucoup et on essaye de leur rendre chaque week-end en donnant tout ce qu'on a pour ce maillot et pour essayer de les rendre fiers et de leur faire passer un bon moment. J'espère te revoir ces photos, ça t'a fait plaisir. Ouais, merci pour la petite surprise. Pas de problème, ça nous fait plaisir aussi à nous. Et donc pour conclure un peu cette interview, si tu devais donner un conseil à quelqu'un de plus jeune qui, comme toi, rêverait du coup de devenir un joueur professionnel de rugby, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je dirais de croire en soi, croire en ses capacités, pas forcément écouter les gens qu'il y a autour, parce que il y a beaucoup de personnes néfastes, notamment dans les écoles de rugby, des personnes qui peuvent t'empêcher de croire en tes rêves. Mais je pense que par le travail et l'abnégation, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est le message que j'essaie de faire passer à la nouvelle génération, de rester concentré et bien précis sur ce qu'ils peuvent maîtriser et de travailler fort, parce que avec le travail, on arrive à faire de grandes choses. Je te remercie pour cette interview et nous avons accordé ces quelques minutes pour répondre à toutes nos questions. Et je vous laisse retrouver Maxence, Mathilde et le reste de nos chroniqueurs sur notre plateau. Désolé. À bientôt. Ciao, ciao. Et merci Félicie pour ton entretien. Merci à Mathieu pour sa disponibilité. On sait que le début de saison est très intense. Et évidemment, allez l'UBB. Allez l'UBB. Parlons maintenant d'un talent émergent, une étoile montante du monde de la glisse qui a raflé les médailles d'or, sur des compétitions nationales et même internationales. Accueillons maintenant Ethan Capdeville et notre chroniqueuse Miley. Bonjour à tous les deux. Salut. Comment ça va? Nickel, en forme et vous? Super. Parfait. Alors merci beaucoup Ethan d'être là. On sait que le surf c'est une discipline devenue très phare avec son entrée au JO en 2021. Le bodyboard quant à lui est un peu moins connu mais reste affilié à la FFS. Donc c'est une discipline hyper impressionnante avec des figures acrobatiques, voire même aériennes je dirais, des courbes que tu dessines presque comme un pinceau. C'est quoi le délire quoi? Ouais, c'est vrai que ça a l'air hyper simple avec toi, Ethan. Ça me donnerait presque envie d'essayer. D'ailleurs, Miley, il me semble que tu t'es prêtée au jeu. En effet. Je te vois pas avec un plâtre, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. En effet, c'est clair que quand on voit Ethan, on se dit que le bodyboard, c'est juste des figures de folie sur des vagues clairement parfaites et que c'est pas si compliqué que ça au final. Donc forcément, j'ai voulu essayer et pour une première expérience, je suis restée sagement sur les genoux et c'est loin d'être facile. Donc pas de plâtre pour moi, mais quelques bleus. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Ça. Aujourd'hui, on se retrouve à Bordeaux à la Wave Surf Café pour concurrencer le jeune et grand talent Ethan Capdeville. Alors aujourd'hui, vous allez me voir sur une planche de body. Allez, venez voir ce que ça va donner. Go! Allez, c'est bon, c'est mon moment. Je me jette à l'eau, on va voir ce que ça donne.
la petite séance. J'ai fait des relos, des barrels. Là, Ethan, franchement, je vois pas ce que tu peux me conseiller ou faire de mieux. Donc, je suis assez fière de moi. Et je te dis à la prochaine sur le plateau. Allez, salut. Bravo Miley. Merci beaucoup. Ethan, qu'est-ce que tu penses de moi au niveau de mes compétences dans le body? J'ai mes chances? Ouais, franchement, je pense que si tu te mets focus, tu peux être plutôt bonne. Je peux faire quelque chose. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Ok, je vais voir ça pour cet été alors. Bon, passons à des questions un petit peu plus sérieuses. Tu es le fils d'une légende du bodyboard, Nicolas Capdeville. Quel a été pour toi le plus grand défi de suivre ses traces tout en te forgeant ta propre identité dans ce sport? Ouais, du coup, moi, c'est mon père qui m'a mis au bodyboard. Lui, c'est un ancien champion du monde. Donc, grâce à lui, j'ai pu débuter le bodyboard. Et il n'y a pas vraiment eu de défi, hein. Ça s'est fait naturellement. Il m'a mis au bodyboard, j'ai adoré. Petit à petit, j'ai réussi à gravir les échelons, à arriver sur des compétitions de plus en plus importantes et à performer sur certaines. Et voilà, j'ai jamais vu ça comme un réel défi. Ok, donc zéro complexe vis-à-vis de ton père et ça s'est fait hyper naturellement. Non, zéro complexe. Et il a toujours été... il m'a jamais mis la pression, il m'a toujours soutenu, toujours aidé, toujours conseillé. Donc non, il n'y a jamais eu de défi et c'était vraiment plus de l'accompagnement qu'autre chose. Ok, super, un papa super bienveillant. Exactement. Parfait. Je t'ai vu aussi dans le film New Blood qui te met vraiment beaucoup en avant comme un des grands espoirs européens du bodyboard. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, New Blood, c'est ma première vidéo en solo. Okay. Donc on a fait une vidéo au travers de mes sponsors pour annoncer mon arrivée avec mes nouveaux sponsors. Donc on a voulu célébrer ça avec une vidéo. Et donc c'est ma première vidéo où je suis tout seul. Et c'est quelque chose d'assez important pour les athlètes qui font du surf ou du bodyboard d'avoir des vidéos qui mettent en avant leurs compétences. Et donc moi c'était la première, ça s'est hyper bien passé. On a essayé de créer une image un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Les gens ont bien aimé la vidéo. J'ai pu faire quelques avant-premières un peu partout en Europe, en Espagne, en France. C'est génial ça. Au Portugal, donc c'était vraiment une super expérience. Ça va. Ça va, j'ai pu travailler avec des gens qui étaient compétents dans ce qu'ils faisaient, donc c'était vraiment hyper enrichissant et voilà, c'est que le début, il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver, donc voilà, je suis vraiment hyper content. Ah, super, c'est top. Et si tu pouvais rider une vague mythique ou participer à un événement de bodyboard de tes rêves, lequel ça serait? Une vague mythique, ce serait une vague en Australie qui s'appelle Black Rock. Ok. C'est une vague vraiment classique pour le bodyboard. Ouais. Mais je vais essayer d'y aller cette année. C'est dans les projets. Ah, cet été? Ouais, non, après l'été, là, vers novembre, je pense que j'irai. Ok, d'accord. Je vais essayer de faire ça. Et ensuite, une compétition mythique, Pipeline, c'est une vague à Hawaï. C'est une des vagues les plus connues au monde. Et voilà, ça fait quelques années où il n'y a plus de compète dessus en bodyboard. Ah, donc voilà, c'est question financière, avoir les accords, etc. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bodyboard est donc un support dans le monde du surf qui est aussi pas trop, on n'en parle pas trop. Ouais. Mais pourtant, il y a beaucoup de compétiteurs là-dedans qui s'entraînent à haut niveau, comme Ethan, du coup, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en compétition. C'est hyper impressionnant d'ailleurs. Si vous avez le temps de vous arrêter sur une compète de bodyboard, allez-y, surtout si vous voyez Ethan Capdeville. Il a un don, vraiment, toute la foule est debout, souvent quand il est dans l'eau sur la plage. Donc bravo à toi en tout cas, de ce que je vois à chaque fois. Eh bien merci. Ouais, du coup, ce serait Pipeline. Et peut-être que dans le futur, elle reviendra sur le tour et voilà. Ok, et une petite dernière, si tu devais donner un conseil ou une phrase motivante à tous les bodyboarders qui rêvent de suivre un parcours comme le tien, mais qui n'ont pas encore forcément ton palmarès, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider à progresser? De toujours prendre plaisir, d'aller surfer un maximum, pas se mettre la pression et essayer de prendre du plaisir à chaque session, se forcer aussi des fois quand c'est un peu tempête, qu'il fait froid l'hiver. Voilà, mais surtout prendre du plaisir à fond, et si on prend du plaisir et qu'on n'a pas l'impression de travailler, c'est là où on peut progresser le plus et voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé. Vu que c'est une passion, j'ai pas vraiment eu la sensation de travailler très dur, alors que j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau à m'entraîner. Dans l'eau? Ouais. Ok, ça marche. Mais merci beaucoup, Ethan. Merci à vous. Merci Ethan d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. N'oubliez pas de participer à notre jeu concours sur notre dernier post Instagram. Pour y participer, c'est très simple. Un follow, un commentaire et un like. Et je vous rappelle que 5 places de cinéma et 2 places de concert sont en jeu. Exactement. Et vous pouvez retrouver tous nos invités, comme dit précédemment. Du coup, nous retrouverons Julien Caron. On attend son prochain album. Laurent Mallet, on le retrouvera à l'Opéra.
Madame Léa Fritsch qui se produira bientôt sur scène, Ethan Capdeville, du coup, qu'on souhaite tout le bonheur pour ses prochaines compétitions. Et bien sûr, nous supportons l'UBB en tant qu'étudiants bordelais. Évidemment. Et un grand merci à tous nos invités donc pour leurs témoignages inspirants. Vous le savez, trouver son talent peut parfois prendre du temps, mais quand on le découvre, c'est un vrai trésor. Et oui, le talent, c'est avant tout une quête de soi, on l'a bien compris. Trouver sa voie n'est jamais simple, mais lorsqu'on est dans cet alignement entre sens, abondance et réussite, il faut oser, alors allez-y, car c'est là que naissent les plus belles histoires. Oui, et merci encore à tous les membres de l'équipe qui ont pu rendre cette émission possible. Merci à Monsieur Cassin, à l'EFAP et bien sûr un grand merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette belle aventure. N'oubliez pas, la passion n'attend pas et à très bientôt.